Donc on accueille, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière table ronde Hilaria Casillo, au bout de la tribune, donc, qui est vice-présidente de la Commission nationale du débat public, la CNDP, Michel Badret, qui était le premier président de l'autorité environnementale, et Marie-Céline Battesti, qui est la présidente de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, CNCE. On voit bien que la thématique, et c'est l'objet de cette table ronde, a tourné autour de la question de la démocratie environnementale et donc de l'articulation entre démocratie environnementale et évaluation environnementale. On est dans une période, et on l'a vu depuis ce matin, où on est face à des enjeux d'accélération, d'urgence, de complexité, mais on a aussi entendu parler de justice sociale, d'acceptabilité, d'enjeux sociaux qu'il faut également réussir à conjuguer avec les questions environnementales qui sont premières normalement dans l'évaluation. Donc au sein de cette table ronde, on va parler finalement du fait que la démocratie participative est constitutive des démarches d'évaluation environnementale. Et pour commencer, je vais passer la parole à Michel Badret qui a beaucoup d'expérience en tant que président et en tant ensuite, il va nous en parler, que garant de concertation de ces étapes. Donc Michel, peux-tu nous présenter comment s'exerce le droit reconnu à toute personne à participer à la préparation des décisions sur les projets et comment l'exercice de ces droits s'intègre-t-il dans le processus de décision? Merci. Je ne vais pas trop vous parler de mes expériences passées, parce que le but n'est pas de raconter sa vie, mais en essayant de répondre à la question que tu viens de poser, Nicolas, et par rapport aux discussions, à tout ce qu'on a entendu ce matin, et puis encore à l'instant au début de l'après-midi, essayer vraiment de se ramener à l'extrait sec par rapport à une procédure qui a tendance à se complexifier, à rajouter un tas d'éléments qui font qu'au bout d'un certain temps, on oublie un peu quel est le fil conducteur. Et c'est plutôt là-dessus que je voudrais essayer de répondre. Alors d'abord, tu dis comment s'exerce le droit reconnu à toute personne de participer. D'où vient ce droit? Excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte. En tout cas, tous les Français dans la salle savent que ça vient d'un article de la Charte constitutionnelle de l'environnement, et tous les Européens savent que, ou tous les membres de pays signataires de la Convention d'Aarhus savent qu'il y a à peu près la même chose dans la Convention, qui dit que ce droit reconnu à toute personne, pas seulement tout citoyen, de participer à la préparation des décisions, il est complètement lié à l'autre droit reconnu aussi à toute personne d'accéder aux informations détenues par les autorités publiques sur l'environnement. C'est dans le même article de la Charte constitutionnelle et ce n'est pas un hasard. Ces deux droits ne sont pas dissociables l'un de l'autre. On ne peut pas participer si on n'est pas informé. Ça va de soi. Et puis si on est informé et qu'on n'a pas le droit de participer, c'est très frustrant. Donc le fait que les deux aillent ensemble est important. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il s'agit de faire d'un point de vue opérationnel, là aussi, pour répondre à ta question? Il s'agit d'associer, je fais le lien avec beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin, 3 catégories de personnes. Une catégorie, c'est toute personne, la société, qu'elle habite en ville, à la campagne, en zone périurbaine, partout ailleurs. Donc toute personne, première catégorie. Deuxième catégorie, les experts. On en a beaucoup parlé. Je retiendrai surtout ce qui a été dit ce matin à un moment, mais ça a été repris aussi à propos de la description de ce qui se faisait aux Pays-Bas. Les experts, c'est des gens qui savent. Ils peuvent dépendre du maître d'ouvrage, du porteur d'un projet. Ils peuvent aussi dépendre de n'importe qui d'autre, d'une association. Ils peuvent être à leur propre compte. Ça n'est pas des chercheurs scientifiques, ça a été dit ce matin. C'est pas eux qui fabriquent la science. Par contre, c'est eux qui mettent à disposition de la société la science, ce qui est autre chose. Je ne peux pas me priver, je le fais souvent, de faire le rapport avec une chose très intéressante que j'avais lue il y a quelques années sur les experts de la Grèce antique qui avaient un statut d'esclave.
Quand j'étais tombé là-dessus, j'avais été très surpris. Et puis c'était expliqué, c'est un écrivain, un historien de cette période qui explique que si on leur donnait un statut d'esclave, c'était pas pour les traiter plus bas que terre, c'était pour dire qu'ils ne votaient pas sur l'agora. C'est pas eux qui décident. Ils sont experts, ils donnent tout ce qu'ils savent, mais ils ne votent pas. Et je pense, pour avoir moi-même fait pas mal d'expertise dans ma vie, que cette distinction, elle a une signification très profonde. Et puis la troisième catégorie, ça a été évoqué ce matin, y compris par des gens dont c'était le rôle, c'est les politiques. C'est eux qui sont chargés de prendre la décision, c'est pas les experts, je viens de le dire, et les politiques, ils sont mandatés par la société pour prendre les décisions. Donc il s'agit d'articuler ces trois groupes. Alors, il y a encore une étape de plus à franchir avant de rentrer dans la réponse concrète, c'est de dire, mais de quelle décision parle-t-on ? Quand on dit qu'on a le droit de participer aux décisions. Là aussi, toute la journée, et je ferai référence à ce que nous a dit Ronan Dantec en fin de matinée, il y a des décisions qui portent sur des politiques globales, des choses très larges. Il y en a d'autres qui portent sur des projets très ponctuels. Et puis, on a évoqué tout un tas de décisions intermédiaires, si je peux dire. Il y a des élus qui ont parlé de plans locaux d'urbanisme. On a parlé de programmes. Et dans les projets, quelqu'un ce matin a dit, mais il y a des projets qui ont une durée de vie extrêmement longue, 40 ou 50 ans. Je pourrais vous parler de CIGEO, le centre de stockage de déchets nucléaires projeté à Bure. La longueur du processus de décision tel qu'il est prévu en ce moment, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il se réalisera, c'est une 50aine d'années, le processus de décision. Donc ce n'est pas un jour où on décide que ça y est, la décision est prise alors qu'avant elle ne l'était pas. Donc il y a tout un tas de jalons de décision. Et ce que dit la charte de l'environnement et ce que je vous dis tout de suite après sur la façon de participer, ça s'applique à chaque décision. Sur un projet très long, vous pouvez avoir à un moment une DUP parce qu'il faut disposer des terrains. À un stade ultérieur, vous aurez une autorisation environnementale parce qu'on aura vérifié les impacts sur l'eau, sur les risques industriels, sur tout ce qu'on veut. À un autre moment, il y aura une décision d'autorisation de création pour une installation nucléaire. Tout ça, c'est des décisions. Toute personne a le droit de participer à l'élaboration de chacune de ces décisions, à condition d'être informée, parce qu'elle a aussi le droit d'accéder à toutes ces informations. Alors, comment fait-on ensuite, comment fait-on pour l'informer et comment est-ce qu'elle participe ? C'est là où j'en viens enfin, après ces longs détours, à la réponse à ta question. Comment est-ce qu'elle est informée? Et là aussi, pour se ramener à ce qui est vraiment fondamental, je vous recommande, mais beaucoup d'entre vous l'ont sûrement déjà fait, de se reporter à la lecture des 2 directives européennes, projet et plan-programme, qui disent à peu près la même chose. Pour s'informer, il faut, sur une décision, je répète, quelle qu'elle soit, il faut d'abord que le porteur de la décision dise ce qu'il veut faire. Ça paraît évident, mais encore faut-il que ça soit fait. Qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi? La décision, elle consiste en quoi? Est-ce que c'est l'approbation d'un PLU? Est-ce que c'est la proposition de la demande d'une autorisation environnementale? Est-ce que c'est autre chose? Mais il faut que ça soit bien défini. Ensuite, les 2 directives le disent, il faut que le porteur de la décision explique quels sont les impacts prévisibles de cette décision avec les mesures qu'il propose pour les éviter, à défaut les réduire, à défaut les compenser. Je ne rentre pas là-dedans, vous connaissez tout ça par cœur. Mais donc tout ça, c'est le contenu, le corps de l'évaluation environnementale, avec un point de plus absolument majeur. Je dois dire par expérience, c'est peut-être pas toujours le mieux traité dans les évaluations. Le porteur doit aussi décrire quelles étaient les décisions alternatives qu'il n'a pas retenues et pourquoi il ne les a pas retenues. Ce qui est une information extrêmement importante pour le public, comprendre pourquoi on lui propose d'aller par là alors qu'aller par là, ça serait peut-être pas mal. Et la décision alternative, c'est pas forcément ne rien faire. Ça peut être tout à fait autre chose. Pour un PLU, la décision alternative, c'est en général pas ne pas faire de PLU. C'est mettre autre chose dans le PLU. Donc tout ça, ça doit être dans l'évaluation environnementale, mais c'est vraiment le cœur du cœur, mais vous le savez tous. Et puis, et là je fais le lien avec ce qu'on vient d'entendre sur ce qui se passe aux Pays-Bas, et qui, moi, me rappelait ce qui se passe en France, qui est très très voisin, et ça a été dit à propos des pays africains, c'est ce qui se passe dans ces pays qui est très voisin aussi, c'est qu'une autorité responsable en matière d'environnement, comme disent les directives, doit dire ce qu'elle pense de tout ça.
Elle doit dire si tout ça, si c'est bien, si cette évaluation environnementale, elle porte bien sur toute la vérité et sur rien que la vérité. Ce qui n'est pas évident a priori. Non pas parce que les porteurs de décision sont de mauvaise foi, mais parce que quand on présente un projet ou une décision, a priori, c'est qu'on y est plutôt favorable. Et donc, on ne va pas dire exprès tous les défauts qu'il a et toutes ses faiblesses. Et donc, le rôle de ces autorités environnementales, que ce soit dans le système français, dans le système hollandais, dans le système gabonais ou dans n'importe quel autre, c'est de dire si ce qu'a présenté le porteur de la décision était crédible, complet, bien vu, etc. Donc tout ça, c'est vraiment le noyau des informations. Alors on peut ensuite raffiner, on peut rajouter plein de choses, mais ça, c'est vraiment le cœur du cœur et il faut le faire. Ensuite, une fois qu'on a traité ce sujet information, il y a le sujet comment le public peut participer. Et là-dessus, là aussi, il y a des dispositions que mes deux voisines seront bien plus qualifiées que moi pour décrire, que ça soit plutôt en amont des décisions, les démarches de type débat public, concertation avec garant, etc., ou que ça soit plutôt en aval, quand on est déjà très près de la décision bien définie, les enquêtes publiques et ce qui en est dit. Donc là, on est dans les méthodes de recueil de la participation du public. Et puis, une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini, je voudrais insister là-dessus. Il faut que la décision elle-même, ça a été dit plusieurs fois ce matin, la décision, elle n'est pas obligée de suivre ce qui a été dit avant. Le pouvoir politique, avec des arbitrages à faire entre de multiples aspects, peut très bien être amené à dire que même s'il y a des aspects environnementaux très importants, qu'il va choisir de faire autre chose. Par contre, donc ça me paraît tout à fait légitime. Par contre, ce qui n'est pas légitime, c'est de faire ça sans que ça soit expliqué et sans dire pourquoi, alors que le public avait présenté des arguments sur tel et tel sujet, le pouvoir politique a estimé qu'il fallait faire autre chose pour des raisons qu'il avait sûrement. Encore faut-il que ça soit dit. Si ça n'est pas dit, on engendre des frustrations, des oppositions vis-à-vis de ceux d'en haut, vis-à-vis des élites qui décident à notre place, toutes choses que vous avez entendues aussi souvent que moi. Donc cette question de la redevabilité, comme on dit, le retour sur tout ce processus d'information et de décision, c'est un point absolument majeur. Et s'il n'est pas fait, on rentre dans ce qui a été aussi évoqué ce matin. Oui, tout ça, finalement, c'est simplement qu'une procédure où je coche des cases en disant j'ai fait l'évaluation, tout va bien. Non, si on fait l'évaluation pour cocher une case, tout ne va pas bien. Si on l'a fait pour que le public puisse participer, pour que la décision puisse être prise et puisse être expliquée, argumentée, là, on fait progresser la démocratie. Et pour moi, c'est ça la réponse à ta question. Merci beaucoup, Michel. Alors, tu as fait le travail du passage de parole. Je n'ai plus qu'à demander à Hilaria, dans ce cas-là, dans ta position à la Commission nationale du débat public, finalement, la France pour répondre à cet enjeu d'à la fois d'informer et de permettre au public de participer, à créer cette structure, ce tiers garant de la participation amont. Est-ce que tu peux nous expliquer les apports, les intérêts, et à la fois aussi comment on gère la complexité entre des fois la technicité des débats et le fait que tout le monde puisse avoir exprimé son avis? Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Alors oui, la France a un instrument particulier pour garantir les droits dont a parlé Michel Badré. Des droits d'ailleurs qui sont garantis et reconnus non seulement par la Convention d'Aarhus, qui concerne le monde occidental, on va dire européen, mais aussi par la Convention de Escazú, qui est une convention qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes, qui va même un peu plus loin de la très intéressante Convention d'Aarhus. Je vous invite à y jeter un œil. Alors la France a décidé non seulement de reconnaître ces droits, mais de les confier aussi à ce qu'on appelle une AAI, une autorité administrative indépendante. Et je pense qu'il faudrait quand même faire un saut il y a 30 ans. Je sais peut-être la logique, ou en tout cas le courage qu'ont eu certains parlementaires quand ils ont créé la Commission nationale du débat public. Je pense que le raisonnement à la base a été très simple, mais qui était aussi le même qui était à la base de la Convention d'Aarhus, c'est-à-dire il n'y a pas meilleure manière de protéger l'environnement que d'ouvrir la décision et de la partager. C'est une idée éminemment politique qui a un impact
impact éminemment environnemental et démocratique. Je pense que ce principe à la base de ce droit, il faudrait le tenir à l'esprit. Et cela peut tisser un lien clair entre transition écologique et transition démocratique. Il n'y aura pas, je crois, une transition écologique digne de ce nom sans une réelle approfondissement des procédures démocratiques qui concernent les décisions qui ont un impact sur l'environnement. Il y a donc un lien entre environnement et démocratie qui passe par la participation des communautés locales, des peuples autochtones et de toutes celles et ceux qui considèrent opportun de peser sur les décisions qui ont un impact sur l'environnement. Je pense que ce préalable, il est très important à souligner parce qu'il nous dit aussi pourquoi peut-être la France a choisi à un moment donné de confier la garantie de ses droits à une autorité indépendante, qui est un tiers garant. Je voudrais revenir sur ces deux notions, un tiers et la garantie, le garant. Pourquoi il est important que quand on organise le dialogue avec la société, les citoyennes et les citoyens, autour d'un projet ou d'une politique publique, il est important de le faire en respectant des règles, on va dire, de débat, parce que, et notamment avoir un tiers, au moins pour 3 questions. Parce que le tiers, en général, est hors des parties, on dit souvent dans la littérature scientifique, qui est équidistant ou équiproche, si on peut se dire. En français, il n'existe pas ce terme, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est porteur d'aucun des intérêts en jeu. Et donc, qui est là pour organiser, créer les meilleures conditions, on va dire, de dialogue. Et c'est un tiers aussi au sens de la neutralité. Vous savez, la Commission nationale du débat public a une obligation de neutralité très bien décrite dans les textes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour nous prononcer sur le fond du projet, pour dire si le projet est pertinent ou pas, est bon ou pas, mais encore une fois, pour garantir ces droits. Or, le fait qu'il y a un tiers, un peu comme un arbitre, on va dire, si on veut utiliser une image, dans un match, est très important pour faire en sorte que les personnes qui ne croient pas peut-être aussi à la sincérité de la démarche voient que cette démarche n'est pas manipulée, orientée par la même personne qui doit porter la décision sur le projet. Vous imaginez, et ça arrive aussi, et c'est légal, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais à chaque fois qu'il y a un porteur de projet qui organise lui-même la participation autour de ce projet, vous imaginez la manière dont il a tendance, même légitimement, à vous vendre le projet d'une certaine manière, en souligner davantage les aspects bénéfiques plutôt que tous les autres impacts. Donc, il est nécessaire d'avoir ce tiers. Et pourquoi ce tiers doit être aussi un garant? Il doit être un garant de quoi? Un garant de l'effectivité des droits, je dirais. Et cette garantie touche au moins 4 choses. Tout d'abord, le fait que, peut-être 3, en tout cas, le fait de garantir, par exemple, le droit à l'information. Le tiers garant n'est pas là juste pour s'assurer que tous les documents sont mis à disposition en ligne sur un site Internet et qu'ils soient accessibles. Il faut que cette information soit appropriable, intelligible, compréhensible. Il faut donc se poser aussi une question démocratique. Comment je fais pour rendre clair, accessible, intelligible des contenus qui sont très techniques? Vous voyez, en ce moment, la Commission nationale du débat public, qui a 30 ans et qui a fait des débats publics sur les plans nationaux de gestion de matières et déchets radioactifs, sur les réacteurs nucléaires, sur les parcs d'éoliens offshore, sur tout un tas de questions aussi un peu techniques, et là, ce devoir de rendre clair et accessible tout un tas de contenus. Et quand on est dans les débats publics, souvent nous sommes confrontés à une technicité très forte des sujets. Donc il est clair qu'il faut renseigner le public sur comment ça marche un réacteur, comment ça marche ceci, comment ça marche cela. Mais ce n'est pas ça, garantir l'accès à l'information. C'est passer de comment ça marche à qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça change pour l'environnement? Qu'est-ce que ça change pour ma poche en termes que contribuable? Qu'est-ce que ça change pour les aspects sociaux aussi? Donc, et organiser ce passage de comment ça marche à qu'est-ce que ça change est une opération qui est délicate. Et donc, rendre clair, intelligible et accessible l'information, c'est une manière de rendre effectif ce droit dont parlait Michel tout à l'heure, le droit d'avoir accès aux informations. D'où l'importance d'un garant qui est là pour dire « Attention, cette information n'est pas claire. Cette donnée, d'où elle vient, de quelle manière elle est sourcée, comment d'ailleurs faire en sorte que l'information qu'on verse en débat soit plurielle et contradictoire. Quel est le statut des expertises diverses et variées citoyennes? Il a été beaucoup question ici de tout un tas de savoirs et d'expertises, notamment liés à l'évaluation environnementale, mais vous savez très bien que nos sociétés, et on est tous et toutes porteurs de compétences de divers
à des niveaux très différents. Et là encore, les études sur la participation ont montré très bien les apports des expertises d'usage, des savoirs situés, etc. Donc là aussi, c'est une manière de garantir une information plurielle à un public qui souhaite se forger un avis. Mais le garant est là aussi pour un devoir de restitution. Donc, quand vous organisez une démarche de participation, procédure et hors procédure, peu importe, institutionnelle ou pas, ce qui compte aussi beaucoup est restituer ce que le public a dit à un moment donné. Et ça aussi, c'est une opération qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas à l'instance tierce qui organise de hiérarchiser, par exemple, les arguments, les points de vue qui sont sortis. Moi, j'ai souvent l'habitude de mettre en geste l'activité de la CNDP, parce que la CNDP doit faire une chose où le tiers garant, il prend la parole du public, vous voyez, il fait ce geste et la donne au décideur. Mais le décideur, lui, il doit faire quoi? Il fait ce geste-là, il pondère. À quel moment un argument ou un intérêt économique doit primer sur une injonction sociale d'autre type? Donc la pondération est aussi du ressort de la responsabilité politique, elle ne doit pas revenir à ceux et celles qui organisent la participation. Donc, on est là pour restituer, on a un devoir restitutionnel, c'est-à-dire de restituer de la manière la plus fidèle et exhaustive possible la parole du public. Mais si on fait ça, il y a une autre chose de laquelle on doit être garant, ou en tout cas on doit être très vigilant avec ça. On doit être vigilant avec le fait qu'il y ait une reddition des comptes, qu'il y ait une réponse qui soit apportée à cette parole du public. Or, si le texte français est très clair là-dessus, au moins ce qui concerne l'encadrement de la procédure de concertation préalable qui intervient donc très en aval de la vie d'un projet ou d'une politique publique, ce texte prévoit que chaque porteur de projet a 3 mois pour répondre à les rapports et les bilans qui sont produits par la Commission nationale du débat public. Il dit juste, par ailleurs, les enseignements qu'il tire de la concertation. Il faudrait quand même aller un peu plus loin, installer aussi un devoir d'argumentation un peu plus développé, plus poussé, mais en tout cas, ce petit système de reddition des comptes, il existe déjà dans les textes. Vous voyez, vous devez dire ce que vous en retirez. Alors, vous savez très bien à quel type de défiance généralisée on est confronté par rapport à un peu la défiance qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés, on va dire, pour faire vite. Et donc, ce moment de reddition des comptes est très important. Dans un débat public, la qualité de prise en compte aussi est importante, c'est-à-dire non seulement répondre, mais aussi dire pourquoi on a décidé de suivre ou ne pas suivre une alternative portée dans le débat public ou pas. Un autre élément, je me arrêterai là-dessus, après on pourra en parler si vous voulez, c'est le fait que l'importance d'un garant, je vous donne un exemple pour montrer quelle est la différence d'avoir ou pas un garant. Les textes français disent que lorsqu'on est dans un débat public sur une politique publique ou un projet, le public peut proposer une alternative au projet proposé. Or, vous imaginez comment c'est difficile pour un collectif qui n'a peut-être pas les ressources économiques d'étudier un projet alternatif dans toutes ses caractéristiques et impacts. Ils n'ont pas tous les moyens peut-être économiques, mais ils sont là, ils aimeraient avoir un espace où ils puissent présenter cette alternative. Quelqu'un qui les aide d'ailleurs à bien la creuser, à l'étudier. Eh bien, le système français, c'est en cela qu'il est très bien fait au moins sur papier. Il dit, OK, la Commission nationale du débat public, dans le cadre d'un débat public, est là aussi pour diligenter certaines et payer donc des expertise alternative ou complémentaire et pour garantir qu'au moins 1, 2, 3 réunions, autant qu'il faut, seront dédiées aux alternatives présentées par celles et ceux qui le souhaitent. Mais s'il n'y a pas là un tiers garant qui dit « Ok, la réunion sera organisée de cette manière, vous pouvez la présenter, cette alternative. Voilà les instruments qu'on essaye au moins de vous donner. » En tout cas, reconnaître le fait que cette iségorie, cette même capacité de tous les collectifs à pouvoir porter une parole et une alternative, eh bien ça, c'est aussi le rôle du garant. Et heureusement qu'il est là parfois, sinon certaines alternatives n'émergeraient jamais. Donc pour l'instant, je m'en arrête là, mais je serai heureuse de développer tout à l'heure. Merci beaucoup, Hilaria. En phase aval des projets, il y a également un moment de concertation qui est très connu et apprécié des Français. Enfin, l'enquête publique, je crois que c'est quoi, 6 000 enquêtes publiques par an à peu près, 5 000 commissaires enquêteurs. C'est un moment connu. Est-ce que finalement c'est le moment de reddition de comptes ultime de projet dont vient de parler Hilaria? Est-ce que c'est un moment de processus décisionnel qui agit finalement sur le chemin de vie du projet? Est-ce que c'est encore une case à cocher?
Est-ce que Marie-Céline, tu peux nous présenter cette étape? Merci, bonjour à toutes et à tous. En effet, moi je vais plutôt vous parler de la phase juste avant la décision qui doit être prise sur un projet, un plan ou un programme, qui est historiquement l'enquête publique, et on parlera de ses évolutions. Mais je voudrais peut-être déjà insister sur quelque chose que nous avons en France, c'est que sur les temps de participation dans la vie d'un projet, vous avez en effet des temps en amont, des temps en aval. Les deux ne sont pas forcément obligatoires au même moment, enfin sur le même projet, et on n'est pas du tout organisé de la même manière. Là où vous avez une autorité administrative indépendante en amont, la CNDP, qui va venir avec son vivier de garants qu'elle recrute elle-même et qu'elle forme aussi. Elle va venir en effet garantir que le débat et les enjeux soient mobilisés à un moment très en amont du projet. L'enquête publique, elle est conduite par des commissaires enquêteurs qui sont aussi des tiers indépendants, mais qui ne sont pas réunis sous l'égide d'une autorité administrative. Les commissaires enquêteurs, le vivier de commissaires enquêteurs, c'est un vivier local. Il y a 3000 commissaires enquêteurs aujourd'hui en France. Et c'est un vivier qui s'est organisé par lui-même sur un mode associatif. Donc vous avez des associations de commissaires enquêteurs dans les territoires et une fédération, une tête de réseau nationale, la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs. Et en fait, si on a l'impression que c'est très organisé à l'amont, c'est organisé à l'aval, mais ça s'est organisé à travers les textes, les procédures à l'aval, l'enquête publique, etc. sont très définies par les textes, beaucoup plus que ce qu'on peut retrouver en amont. Donc on a des marges de manœuvre qui sont très différentes. Et donc vous êtes face à des acteurs locaux qui irriguent les territoires et qui sont recrutés par des commissions d'aptitude pluridisciplinaires et qui sont désignés, en tout cas pour les enquêtes publiques environnementales, par un acteur, par le président du tribunal administratif, donc par une instance juridique administrative, pour garantir notamment la neutralité du commissaire enquêteur par rapport au projet, au porteur de projet. Cette phase qui se passe juste avant la décision, elle a pour but, c'est l'unique moment participatif où vous avez tous les éléments sur un projet. C'est à ce moment-là que le public peut consulter l'évaluation environnementale et l'avis que l'autorité environnementale a émis sur la qualité de l'étude d'impact et de l'évaluation environnementale. C'est le seul moment démocratique où on dispose de tous ces éléments et donc où on a une idée concrète des impacts du projet sur un territoire. C'est une étape prédécisionnelle qui aide à préparer la décision, c'est-à-dire que ce que rend un commissaire enquêteur, c'est un rapport des conclusions motivées qui sont terminées par un avis où, contrairement aux acteurs des garants, il va venir dire s'il est favorable ou défavorable au projet au regard de tout ce qu'il aura pu être amené à peser, y compris, et ça pèse beaucoup, la participation du public et ce que le public est venu dire pendant cette phase de consultation de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur, c'est un acteur qu'on va retrouver aussi dans une évolution réglementaire qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre. Il y a une évolution en fait en France des autorisations environnementales, donc on est en plein dans le sujet, où en fait ça ne va plus être une enquête publique qui va être diligentée, mais une consultation du public. Et cette consultation du public, elle va être exclusivement ou majoritairement numérique, conduite par un commissaire enquêteur. Et dans ce cadre-là, le commissaire enquêteur n'établira plus un avis in fine de ses conclusions. Il restera avec des conclusions qui doivent être motivées. Quel enjeu il y a à travers ce moment de participation? Il y a tout d'abord la mobilisation de l'expertise citoyenne. On est sur des procédures de proximité. C'est un moment de démocratie de proximité. On est sur des objets ou des plans-programmes qui vont toucher à votre qualité de vie, à ce que vous pouvez faire sur votre terrain. Donc on est vraiment face aux citoyens sur quelque chose qui va et qui potentiellement va impacter son environnement au sens large. Donc mobiliser l'expertise citoyenne, parce que qui mieux que ceux qui vivent sur place sont capables de vous dire
ce qui a pu être oublié, ou les éléments qui ont pu n'être pas vus au moment des évaluations environnementales ou qui n'ont pas été suffisamment mis en avant. Donc l'expertise citoyenne. Parce qu'on attend en fait de cette phase de participation, notamment en matière de décisions qui ont un impact sur l'environnement, qu'elle aide à améliorer cette décision parce que le public a à dire. Deuxièmement, sur ce qu'on attend du public, l'enquête publique, ce n'est pas un moment de sondage, ce n'est pas « je suis pour ou contre le projet ». On attend vraiment qu'il y ait une mobilisation et un argumentaire qui soit développé. Et je rejoins les difficultés que le public a à développer parfois un argumentaire. Et c'est pour ça que des éléments comme l'évaluation environnementale ou l'avis de l'autorité environnementale, cette évaluation, sont ô combien précieuses pour le public, pour l'aider à se faire une idée sur des sujets qui sont très techniques souvent. À savoir aussi que le dossier d'enquête publique, c'est le même dossier qui est soumis à l'instruction pour la délivrance ou non d'une autorisation in fine. C'est-à-dire qu'on est face à un dossier qui n'est pas construit pour le public. Et donc tous les avis qui sont joints à ce dossier, en effet, font cet exercice de vulgarisation et d'aide à la compréhension pour le public, pour dans un temps plus ou moins court, être capable de s'approprier les enjeux et d'avoir un avis dessus. Donc il y a un enjeu de mobilisation de l'expertise citoyenne. Il y a aussi un enjeu, quelque part, l'enquête publique, c'est le dernier moment de participation avant la décision. C'est le moment, finalement, un peu le dernier tamis pour voir si on n'a rien oublié et si on n'a pas passé sous silence certains éléments. Quelque part, il y a comme un contrôle à ce moment-là du public, un contrôle offert au public sur ce qu'on met dans les mains du décideur pour qu'il décide. Et le public est en capacité de dire écoutez, là, il manque des choses, ou oui, ça paraît conforme à ce qu'on vit, ou alors il y a des éléments, nous, qui nous posent problème en matière d'acceptabilité dans le territoire pour telle et telle raison. Donc, c'est un moment crucial, juste avant la décision. C'est un moment aussi où on va faire quelque part le bilan et la synthèse de tout le processus qui se sera déroulé dans la vie du projet. Parce que si jamais, les projets prennent souvent beaucoup de temps pour diverses raisons. Et donc, si jamais vous avez eu en amont des phases obligatoires de concertation ou de débat public, le commissaire enquêteur, au stade de l'enquête, il va se nourrir aussi de tout ce qui a été dit. Et c'est une phase aussi conclusive de toute la participation du public et qui va rendre compte aussi des évolutions du projet au regard de la parole du public. Mais là aussi, on est face à quelque chose de difficile parfois à entendre, notamment pour le public, c'est que cette phase prédécisionnelle, elle est consultative aussi, et le décideur reste maître de sa décision. Il a l'obligation, à ce moment-là aussi, comme ça a été rappelé, d'expliquer pourquoi il passe outre certains éléments s'il ne les a pas jugés, s'il n'a pas jugé nécessaire de les prendre en compte. Donc vous voyez bien que dans notre système, dans la vie des projets, il y a plusieurs moments participatifs avec des acteurs différents, et on s'arrange, on essaye entre nous de créer cette ligne de vie par un continuum participatif. Et donc, quand il y a eu des phases amont, souvent il y a une concertation continue jusqu'à l'enquête publique parce qu'il faut maintenir, et c'est tout l'enjeu finalement dans nos territoires, maintenir la mémoire de ce qui s'est passé. Parce que des fois, il se passe 10 ans entre une phase de concertation ou un débat et une enquête publique. Maintenir aussi les décisions, maintenir l'information sur les décisions qui ont été prises et pourquoi. Et c'est très important d'avoir les deux phases, aussi parce qu'on risque sur les territoires de ne pas faire face au même public. Le public qui aura participé en amont n'est pas nécessairement le même en aval pour des raisons de temporalité et parfois de périmètre. Donc il y a des vrais enjeux autour de ça. Et en tout cas, l'enquête publique, c'est un moment conclusif de tout ce processus qui est censé apporter les meilleurs éléments aux décideurs pour prendre une meilleure décision en matière d'environnement. Merci beaucoup, Marie-Céline. Alors, on est tenu un peu par l'oreille, donc on va encore prendre 5 minutes pour peut-être une dernière réaction rapide des 3 intervenants, avant de passer à la suite à la fin de la journée. On est en fin de journée de ce colloque, on sent bien qu'il y a des tensions autour de l'évaluation environnementale, des tensions liées à la volonté de simplifier parce que c'est perçu comme complexe et pas forcément légitime, des volontés d'accélérer parce que c'est perçu comme chronophage, et notamment la dimension de participation des publics tout de suite est questionnée dans sa légitimité, dans sa temporalité, dans son apport. Donc je ne veux pas vous poser la question de savoir si vous trouvez que c'est légitime de la questionner, je pense qu'on a eu des éléments de réponse. En revanche, est-ce qu'on peut
faire un peu ce que ne font pas certains opérateurs quand ils regardent les alternatives et voir l'alternative de ne pas faire, c'est quel serait, en tant que vous, qu'expert de la participation du public, des espaces où on pourrait quand même simplifier et permettre d'accélérer ces processus, ou est-ce que ce n'est pas au niveau de la participation publique qu'on peut trouver des marges de manœuvre, mais ailleurs? Peut-être, Michel, tu veux commencer? Ou, enfin, comme vous voulez. Je peux y aller. Il me semble que la solution à cette question n'est pas, c'est pas original de le dire, c'est pas le grand soir où on va supprimer une procédure sur deux et puis du coup ça va aller beaucoup mieux. Là, on rentrerait de nouveau dans le raisonnement de la case à cocher, ben, je supprime une case sur deux et ça va aller plus vite. Il me semble, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qu'il y a un point qui pose problème dans ces démarches, c'est le fait que sur un très gros projet, ça a été dit ce matin, un gros projet, ça peut durer 40 ou 50 ans, je l'ai rappelé à propos de CIGEO, le processus de décision peut durer 40 ou 50 ans. Pendant toute cette période, il va se passer beaucoup de choses. Et le projet lui-même va évoluer. De même, un projet, il est lié à un programme. Je reprendrai un exemple proche de CIGEO. Il y a un programme qui s'appelle le plan de gestion des matières et déchets radioactifs qui est révisé tous les 5 ans. Et dans le cadre de ce programme, s'intègrent des projets qui durent parfois beaucoup plus de 5 ans. Une piscine d'entreposage de combustible usé, un centre de stockage de déchets, etc. Donc, ce qui est la complexité vient souvent de ça, cette temporalité longue et cette articulation entre projet et programme. Je pense que s'il y avait un très bon échange entre le porteur ou les porteurs du projet et du programme et les représentants des experts et du public, mes 3 catégories que j'ai citées tout à l'heure, en amont, pour dire les jalons décisionnels, ils sont où ? Où y a-t-il des décisions à prendre et où est-il donc légitime d'organiser le droit d'expression du public à participer à l'élaboration des décisions? Si on ne fait pas ça, on arrive à ce qu'on constate, c'est qu'on va consulter 3 fois le public, une première fois sur une DUP, une deuxième fois sur une décision d'autorisation de création d'une installation nucléaire, et puis on lui dit, mais rassurez-vous, dans 10 ans, on vous consultera une 3e fois parce qu'entre-temps, il y aura eu une phase pilote, et du coup, personne ne comprend rien. Les maîtres d'ouvrage, parfois, eux-mêmes sont un peu perdus, mais le public, lui, il est toujours complètement perdu. Donc, le fait d'avoir cet accord au départ sur les jalons décisionnels, qu'est-ce qui doit être décidé quand, et donc quand est-il nécessaire et légitime d'associer le public à la préparation des décisions. Sinon, on l'associe à des stades où ça l'agace parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui demande, et puis ça ne marche pas, et je crois que c'est ça qui fait perdre du temps. Alors je ne dis pas qu'avec ça on va gagner la moitié du temps, mais ça rejoint un peu ce que disait Laurent Michel, je crois, ce matin, que parfois, en allant plus à fond à l'amont, ça va peut-être durer un peu plus longtemps, mais on va gagner beaucoup de temps à l'aval. Oui, on revient finalement sur planification de la participation publique sur le temps long et le temps masqué qui, en fait, est celui qui permet de gagner du temps dans les projets. Hilaria ? Oui, bien sûr, je rejoins complètement ce qu'a dit Michel, d'autant plus qu'à la Commission nationale du débat public, nous intervenons très en amont des projets et effectivement, c'est là qu'il faudrait creuser un peu mieux. Vous savez que le système tel qu'il est pensé de la participation côté CNDP, donc très en amont, il doit composer avec une tension qui est un peu problématique. On vient en amont au démarrage, et c'est bien parce que ça permet de questionner l'opportunité. Est-ce que ce projet répond à un besoin particulier, etc. Est-ce qu'on y adhère, etc. Mais on n'a pas encore tous les éléments parce que c'est très en amont. Où c'est le principe, on va dire, le besoin aussi qu'on interroge. En même temps, si on arrive trop en aval, ok, là vous avez toutes les infos, mais l'opportunité du projet, c'est difficile à discuter parce qu'on est allé trop loin dans les études, etc. Donc nous, à la CNDP, on doit toujours composer avec le fait de quelles informations on dispose en termes d'impact et d'études socio-économiques pour que la discussion soit quand même étayée sur un minimum d'informations et des données, mais pas trop pour que l'opportunité
on fait ou on ne fait pas, soit encore possible d'être mis en débat. Je pense que là, on aurait peut-être quelque chose un peu à réinventer, tout comme un meilleur dialogue entre... sinon, on pouvait bénéficier systématiquement d'un cadrage préalable. Je pense que nous-mêmes, à la Commission, on travaillerait mieux. Pourquoi? Quand je vous disais tout à l'heure, nous devons organiser, de faire comprendre un peu à celles et ceux qui participent, voilà la technique, mais voilà qu'est-ce que ça change pour vous, donc en quoi ça pourrait vous concerner, voilà sur quoi aussi c'est pertinent peut-être de s'exprimer. Eh bien, nous-mêmes, on doit comprendre tout un tas d'enjeux. Et si on avait un cadrage préalable, peut-être qu'on dresserait mieux certains débats en allant peut-être plus au cœur de certaines questions qui vont être primordiales. D'autant plus que quand est-ce qu'ils émergent, les blocages de la population, que trop souvent, on rebalait un peu avec un revers de la main en disant c'est du nambisme, not in my backyard, pas dans mon jardin, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Et là, on a plein de cas qui pourraient le démontrer. Donc ça nous permettrait aussi d'anticiper, pas forcément les contentieux, quoique moi j'en suis suffisamment persuadée, mais en tout cas les blocages, les écueils, voir dès que possible là où ça coince au niveau environnemental, là où ça coince, parce que ça ne passe pas chez les sociétés concernées ou chez les personnes. Alors là, je pense qu'on gagnerait non seulement en temps, mais aussi en qualité de la décision. C'est ça qu'il faut penser aussi. Quand on refait une procédure, ce n'est pas seulement pour gagner du temps, mais pour gagner en qualité de la décision, la qualité sur le fond, mais aussi sur le plan démocratique. J'insiste beaucoup sur cela. Merci beaucoup. Marie-Céline. Ce qu'on constate, nous, en tant que commissaire enquêteur, en phase donc aval, juste avant la décision, c'est qu'il y a une perte de mémoire, et une perte de mémoire collective, en fait, sur les sujets, sur les projets, surtout quand ils durent longtemps, quand ils ont changé de nom, quand, au final, ils ont évolué, quand le public a évolué. Moi, je suis persuadée, en effet, que la participation du public, de toute façon, elle se déroule plus ou moins en parallèle d'un certain nombre d'autres éléments qui doivent faire évoluer, enfin, qui sont à l'étude sur le projet. Aujourd'hui, je pense, qui manque, c'est dû à notre administration. On est vraiment sur une administration qui n'est pas pragmatique aujourd'hui. On est sur un truc très bureaucratique. Quand vous avez une enquête publique sur un sujet, que la personne vient et qu'elle s'exprime au-delà du champ de l'enquête, on ne dit pas que c'est irrecevable, mais en tout cas, ça ne va pas être traité. Et où est-ce que ça va après? Nulle part. Ça va rester dans les contributions, en fait, qui étaient en dehors du sujet, sauf que la personne s'est exprimée. Et on le voit bien sur les projets, il y a différentes phases. Sur les documents d'urbanisme, on est en train d'empiler des contraintes avec des plans de prévention sur les risques, des modalités de protection du patrimoine, et puis après, on a un document, un PLU, qui vient dire ce qu'on peut construire, ce qu'on peut faire. Personne ne s'y retrouve. Et moi, il n'y a rien de plus, insatisfaisant en qualité de commissaire enquêteur de dire à la personne, mais aujourd'hui, vous venez vous exprimer sur un sujet, ah bah zut, c'est dommage, c'était l'enquête publique précédente. Donc ce que vous me dites, je veux bien, mais en gros, je peux rien en faire. Ça, c'est pas normal. Toute parole du public exprimée, on devrait pouvoir la capitaliser. On devrait avoir un endroit où une personne, ou je ne sais pas, quelque chose qui permettent de suivre de manière beaucoup plus transparente ce qui se passe sur un projet à tous les moments, que ce soit une décision explicite ou que ce soit une décision prise à un moment, une décision technique. C'est impossible à suivre la vie d'un projet aujourd'hui. Ce qui fait que à l'enquête publique, presque, il faut refaire toute la pédagogie de tout ce qui s'est passé en amont. C'est pas un problème, mais quelque part, on perd dans la parole du public, ça se dilue, on n'est pas capable de capitaliser. Et que se passe-t-il à la fin de l'enquête? Hop, fini. Les contributions, vous les voyez plus, c'est archivé, on ne sait où. On est infichu de garder la mémoire de ce qui est dit et de capitaliser. Je ne dis pas qu'on va faire le « dites-le nous » une seule fois en matière de participation du public, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à organiser les choses, à se dire que ce qui est dit est important, à capitaliser et à capitaliser ça à tous les stades du projet et rendre les projets lisibles parce qu'aujourd'hui ils ne le sont pas, même pour ceux qui travaillent dans l'administration. Donc je pense que c'est ça qui va nous aider aussi à simplifier, à accélérer, c'est de ne pas être obligé tout le temps de redire tout ce qui s'est passé et de générer de la frustration en disant « c'était l'étape d'avant, désolé, vous avez loupé ». Merci beaucoup. Cyril, c'est toi qui as gagné du temps. Je pense qu'on a le temps d'une question ou il faut qu'on passe à la... Une question? S'il y a une question, c'est celui qui lève le plus vite la main. Eh ben, Franck, vas-y, c'est toi le plus rapide.
Oui, donc Franck Spinelli, Ecosphère. En fait, j'aurais une remarque et une question. Une remarque, bon, on voit effectivement qu'il y a eu, au-delà des procédures, la loi biodiversité avait amené aussi son lot, entre guillemets, en intégrant la procédure du cas par cas, en revoyant un petit peu les seuils. Et ça continue aujourd'hui. On voit qu'effectivement, du coup, un certain nombre de projets ou autres ressortent des enveloppes. Il y a un sujet depuis le début qu'on n'a pas abordé, et j'aurais aimé avoir votre ressenti et votre avis. On voit qu'on est dans une société qui se judiciarise de plus en plus, et au-delà des procédures, qui quelque part, je trouve, ont plutôt évolué positivement, en fait. Hein. Je voudrais aussi donner cette note positive, hein, et même les échanges contradictoires sont très enrichissants, et d'ailleurs, c'est ça qui fait progresser. Par contre, on est dans une société qui se judiciarise de plus en plus, et la plupart des délais, des contraintes majeures sur les grands projets sont plus les recours, les contentieux, etc. Et ça explose complètement. Moi qui suis responsable de bureau d'études, et je suis aussi président du CSRPN depuis maintenant 30 ans, ces 10 dernières années, chaque année, ça explose de plus en plus. Donc, est-ce que c'est des paramètres qui sont aussi intégrés dans les réflexions, et comment vous-même, vous voyez les choses et cette évolution, en fait? C'est un vrai sujet. Et on attend de la participation qu'elle dérisque les projets. Alors, c'est pas son objectif, hein, de base. Mais bon, c'est devenu quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors, est-ce qu'il faut se dire que finalement, les personnes qui ne se seront pas exprimées ou n'auront pas fait l'effort de venir apporter de l'eau au moulin pendant les procédures de participation n'auraient pas le droit de porter un contentieux? Je ne sais pas. Moi, j'ai des personnes, des fois en enquête publique, qui viennent me dire « Moi, j'ai vu un défaut, mais je ne vais pas vous dire, et je vais faire du contentieux. » Et je dis « Mais écoutez, alors, vous venez me dire ça, mais en gros, allez-y, développez. » Mais c'est bien malheureux. Et donc, on a un vrai sujet sur la question de... Il y a des moments de participation pour mobiliser, justement, et ça devrait effectivement épurer ou apurer un certain nombre de sujets. C'est pas le cas. Le commissaire enquêteur, aujourd'hui, il est désigné par un juge administratif, enfin par le président du tribunal administratif. C'est aussi parce qu'à travers ça, on essaye de dérisquer du contentieux en s'assurant que le travail est correctement fait. Mais il y a un vrai sujet. Moi, je me demande s'il y a un moment, mais je pense que c'est pas possible, mais s'il fallait pas un peu obliger tout le monde vraiment à venir dire ce qu'il a sur le cœur, mais pas le garder dans un but de contentieux. Mais ça, c'est peut-être un peu trop rêveur. Je voudrais juste donner un exemple tout récent qui va malheureusement, de mon point de vue, dans le sens de l'accentuation de la judiciarisation et pas par une tendance naturelle, par une décision volontaire qui a été prise. C'est celui de ce qu'on a appelé dans une magnifique innovation conceptuelle de vocabulaire, la parallélisation entre la consultation sur les données, en particulier l'évaluation environnementale et l'avis de l'AE, et puis les procédures de consultation du public. On a dit, pour gagner 15 jours ou 3 semaines, ça doit être à peu près ça l'ordre de grandeur dans le calendrier, on va mener en parallèle la consultation du public et la consultation des autorités, en particulier de l'autorité environnementale, pour qu'elle rende son avis. Quel est le résultat de ça? C'est que le public ne bénéficie pas de l'avis de l'autorité environnementale puisqu'il n'est pas encore rendu au moment où il est consulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le public qui n'est pas satisfait et qui découvre en lisant l'avis de l'AE qu'il y a un truc qui lui plaît pas, eh ben, il a une seule voie possible, c'est d'aller au tribunal, parce que pour tout le reste, c'est trop tard. Donc on a fabriqué de la judiciarisation avec ça. Je ne sais pas si on a vraiment gagné 15 jours ou 3 semaines sur les procédures, j'en suis pas sûr, mais ça me paraît un exemple assez typique d'une mauvaise décision justifiée par la volonté de gagner quelques semaines, c'est ça l'ordre de grandeur, sur un délai de procédure de projet qui dure par ailleurs des décennies, ça a été dit. Donc on est vraiment un peu à côté de la plaque, là. Moi, je voudrais ajouter une chose. Quand on judiciarise, quand on va au tribunal, on le fait pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on considère qu'on a subi une injustice. Et c'est là, malgré le fait qu'on a eu des moments pour se parler. Alors, on n'a pas réussi à se parler. On dit, tiens, c'est la faute au moment où on aurait dû se parler. Comment vous vous êtes parlé? Vous avez parlé trop de temps. Vous vous êtes mal parlé. Vous n'avez pas l'information. Alors, on a tendance à dire qu'on va trop au tribunal parce que les démarches au moment où on s'est parlé n'ont pas marché.
Moi, je dirais que c'est le moment où on devait écouter qui n'ont pas marché. Je ne dis pas que tous les recours judiciaires ont lieu parce que le décideur ne prend pas suffisamment en compte ce qui ressort des démarches. Je pense qu'elles arrivent parce que on voit les écueils trop tard. Et je reviens. S'il y a des informations environnementales ou d'autres natures qui sont révélées trop tard, eh ben c'est là que les gens se réveillent, qui découvrent. Donc, révélons-le plus en amont. Peut-être, oui, en gagnant quelques mois très en amont, entre un cadrage préalable et autre chose, peut-être qu'on verra avant sur quoi on pourrait se disputer, d'accord? Et donc, d'où on pourrait appliquer à l'environnement une méthode qu'on applique dans les immeubles en copropriété, la médiation avec le voisinage. Expérimentons, des universités en Italie l'ont fait d'ailleurs avec des résultats très intéressants. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué les méthodes de la médiation sociale à l'environnement. Pour dire avant l'étape de recours juridique, voyons si cet écueil-là, on pourrait le revoir autrement. Je pense que ça mériterait une petite expérimentation française. Je le jette là, avant le discours du commissaire général au développement rural, pour dire qu'on pourrait peut-être expérimenter quelque chose sur la médiation environnementale d'une autre nature, ou sur aussi la manière dont on prend mieux en compte les résultats de nos démarches. J'insiste beaucoup, parce que souvent les recours ont lieu parce que aussi les décideurs s'assoient sur certaines choses importantes qui ont été dites pendant les débats publics ou les concertations. Pardon, je réagis parce que, bonjour, la médiation, la médiation environnementale préalable, ça existait, ça s'appelait le CODERST. Ça s'appelait le Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. Tous les projets de décision issus des processus participatifs passaient et on avait une forme de redevabilité publique en disant voilà ce qu'on a écouté, voilà la décision finale qu'on propose de prendre par rapport à ça. Et c'était à ce moment-là qu'on avait ces débats qui étaient super intéressants. Les CODERST ont été purement et simplement supprimés pour le coup, puisqu'il n'y a plus aucun dossier qui y passe. Et c'était intéressant. Moi, j'ai vécu des CODERST en tant que représentant de CODERST, dans lesquels le préfet me disait je ne prendrai pas en compte ce que vous avez dit, j'assume. Et on se reverra au tribunal administratif, et on avait ces jeux-là. Donc on allait au tribunal administratif, et on revenait un an plus tard au CODERST, parce que la décision avait été annulée. Mais moi, je disais au préfet, regardez... procédure judiciaire. Hein. Oui, mais pour le coup, dans la procédure, on avait ce temps-là, et ce temps-là était particulièrement important, et pour des raisons de simplification, on a supprimé ce temps-là.